Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Sauveurs. Je suis Mathéo, je suis accompagné de Zax, Roshi et Zinedine pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Pac, aussi connu sur le nom de Neville. C'est le quatrième épisode de la série Il faut sauver le soldat. Comme d'habitude, je vais laisser Zinedine parler pour nous parler du, de, de la carrière avant la WWE de Pac. C'est ça. Donc on va parler de Pac aujourd'hui. Donc Pac il fait partie de la génération actuelle, hein, des catcheurs qui sont censés être dans leur pic. Il commence au milieu des années 2000. Donc comme tous les mecs de son pays, hein, Pac il reste en Angleterre pour le début de sa carrière. Donc c'est très local, hein, ça se base sur le Royaume-Uni, hein. Ça peut aller jusqu'en Écosse, au Pays de Galles. Mais il reste au Royaume-Uni. Et la scène européenne, en tout cas au Royaume-Uni, elle est morte à ce moment-là, dans les années 2000. Donc il est pas tellement connu à ce moment-là. Il va falloir attendre des excursions donc, aux États-Unis. Ce sera pas quelqu'un comme on a pu le faire dans les autres épisodes à faire Ring of Honor et TNA par exemple, même s'il a fait 2-3 matchs chez Ring of Honor, notamment contre Roderick Strong, Danielson, Davey Richards. Il va surtout être chez Pro Wrestling Guerrilla, donc la PWG, où vraiment il va se montrer, on va dire, à un niveau indie beaucoup, beaucoup plus connu. Donc il va faire quelques matchs, il a des vrais bons matchs contre des gros catcheurs. On a Chris Hero, on a Kevin Owens. Il va être champion par équipe là-bas avec Roderick Strong. Et surtout, il va avoir deux matchs excellentissimes avec El Generico à cette époque-là. Et à ce moment-là, Pac, il commence à se montrer et il va faire le choix d'aller au Japon. Mais un choix d'aller au Japon, pas pour quelques semaines, pour quelques mois. Il va rester pas mal d'années là-bas. Donc cette fois-ci, c'est pas New Japan. C'est même pas une grande promotion, c'est Dragon Gate. Bon, à l'époque, Dragon Gate, si vous voulez, c'est la promotion indie du Japon. Donc dans le monde, il y a Ring of Honor et ensuite il y a Dragon Gate au niveau popularité dans les années 2000. Donc il arrive là-bas fin des années 2000. Donc on est en 2008. On est en 2008, 2007-2008. Et là-bas, il va vraiment, on va dire, péter. Genre, il commence à tourner sur les forums, il commence à tourner sur les sites. À cette époque-là, il est vraiment dans un style, vraiment, c'est le high flyer. C'est vraiment, c'est son domaine. Donc, il va se montrer énormément là-bas. Il va revenir quelques fois aux États-Unis pour, euh, pour la Pro Wrestling Guerrilla. Mais c'est surtout au Japon qu'il va se faire repérer par la WWE. Et donc, en 2012, il va signer là-bas. Mais avant de passer au parcours W, vraiment ce qui est important avec son parcours indie, comparé à ce qu'on a fait avec Joe, Bobby Roode et Undisputed Era, c'est pas au niveau du palmarès, c'est pas au niveau popularité, c'est surtout, et beaucoup de catcheurs ont témoigné sur ça, pas que ça va être vraiment celui qui va influencer les futurs high flyers. Genre Ricochet, Will Ospreay, Swerve Strickland à l'époque. Il y en a énormément qui vont prendre en exemple Pac à cette époque-là. Will Ospreay, on en a encore parlé il n'y a pas longtemps pour leur match à All Out. Donc c'est vraiment ça qui a été important dans son parcours indie, c'est vraiment que ça a été l'influence au niveau des high flyers aux États-Unis. Donc voilà, comme j'ai dit, il signe chez WWE fin 2012. Et donc on arrive, il fait ses débuts à NXT en janvier 2013. Donc on va pouvoir passer à la petite partie sur nos premières impressions, nous donner un peu comment on voyait Pac la première fois qu'on l'a vu, où que ça soit. Donc je vais redonner la main à Mathéo. Donc Mathéo, qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu l'as vu, où c'était, et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, le premier match que je vois de Pac, c'est en 2012. C'est, je crois, un mois avant qu'il signe à NXT. C'est un match qu'il a fait à la New Japan, c'est contre Jushin Thunder Liger à Best of the Super Junior, si vous voulez regarder le match. C'est la première impression que j'ai et ben, je connaissais pas du tout. Du coup, je suis allé voir un peu ce qu'il faisait avant, j'avais bien aimé et j'ai appris à ce moment-là qu'il a été signé à WWE et je l'ai suivi à partir de là, quoi. Bon, voilà, tu t'es dit, tu vas vraiment le connaître Ouais, vraiment à 100% à ce moment-là, quoi. ouais. Ok, ok. Roshi?
Moi, Pac, quand je découvre, c'est en 2017, quand il est en rivalité avec Enzo. Voilà, Ok. après, Ouais, t'arrives à la toute fin, quoi. ouais. En plus, il était pas vraiment ouf au micro de ce que je voyais, donc c'est plus Enzo qui m'a choqué à ce moment-là. Mais dans le ring, j'aimais bien Pac. Et il Ok. ressemblait à Drew, mais en plus petit. C'était marrant aussi. Ouais. C'est ça. Surtout le autres maintenant. Zax, la première fois que tu l'as Moi, du vu, coup, qu'est-ce que t'en as pensé? c'est pareil que Roshi, c'était vers 2017, quand il était champion cruiserweight, si je dis pas de bêtises. Et Ok. bah, en fait, oui, du coup, Pac, ça n'a jamais été vraiment trop son fort, le micro, surtout chez WWE. Mais dans le ring, je trouve que même pour un high flyer, du coup, il a ce truc spécial qui arrive à pas le rendre non plus très monotone comme la plupart des high flyers qui pouvaient être chez WWE à ce moment-là. Et du coup, Ok. bah, il tape vite dans l'œil, je trouve. Ok. Ok. T'as vraiment... Donc ça a tapé dans l'œil direct. Ouais. Ok. Moi, pour le coup, c'est à peu près au même moment, un peu avant Matteo. Moi, c'est chez Dragon Gate. Donc 2012, c'est là où je commence à regarder d'autres promotions. Donc je découvre un peu tout, hein, c'est vraiment de la découverte. Et je le vois. Et comme c'était un des seuls étrangers chez Dragon Gate, qui n'était pas japonais, je le remarque tout de suite, instinctivement, surtout à cette époque-là. Et je le remarque. Je l'aime bien sur le ring, mais ouais, il lui manque du charisme, il lui manque, je trouve qu'il lui manque beaucoup de choses pour que vraiment je m'y intéresse particulièrement. Donc ça, c'est vraiment ma première impression sur lui. Et c'est un catcheur où vraiment ma vision elle va évoluer avec lui, en fait. Genre la première impression que j'ai eue, c'est pas du tout l'impression que j'ai aujourd'hui. Mais ouais, la première, c'était ouais, c'est un bon high flyer, surtout qu'à cette époque-là, j'aimais pas trop les high flyers. C'était vraiment pas mon délire. Donc je le trouvais fort, mais voilà, je le calculais pas plus que ça, quoi. Donc voilà pour nos premières impressions. Donc là, on va pouvoir parler du parcours chez WWE. Je l'ai coupé en deux. On va parler d'abord de la période NXT. On peut recouper en deux là aussi. La première, on va pas trop s'étendre dessus. C'est l'année 2013 de Pac. Il fait que du tag. Donc il arrive à NXT, il fait que du tag. Il est avec Oliver Gray à l'époque. Donc Joel Redman, ceux qui regardent le circuit indépendant britannique. Il n'y a rien de spécial. Ils gagnent les titres par équipe. Peut-être les premiers champions par équipe. Ils vont les perdre. Pac qui va reprendre les titres par équipe cette fois-ci avec Corey Graves à l'époque quand il luttait. Et il va rentrer en feud avec la Wyatt Family la plupart du temps de l'année. Donc ça, c'est pour l'année. Elle est pas super intéressante. C'est le NXT encore. On sait pas trop quoi faire de NXT à ce moment-là. Sauf que à la fin d'année, Pac il va remporter une chance au titre NXT. Donc c'était Bo Dallas à l'époque qu'il l'avait. Et Pac va avoir une chance au titre NXT. Il va perdre une fois contre Bo Dallas. Et ensuite, on va arriver où il va battre Bo Dallas au premier pay-per-view NXT. Donc c'était NXT Arrival à l'époque. Et ça va être vraiment lui le premier champion NXT comme on a pu le connaître après avec les Sami Zayn, les Nakamura, les Joe, les Adam Cole. J'ai l'impression que c'est vraiment lui qui marque l'arrivée de NXT comme on l'a connu. Donc je vais résumer son parcours NXT et après on va pouvoir en parler. Iba Bo Dallas, c'était une trilogie si je dis pas de bêtises. Ensuite, il va. Ça, j'ai dû aller revoir parce que je m'en souvenais plus. La première feud qu'il a, c'est contre Brodus Clay à l'époque. C'est contre Wow. Brodus Clay. Ouais, ça fait peur. Le match fait peur. C'est très rapide, hein. Mais par contre, après, ça va être vraiment ce qui était connu à l'époque avec son règne. Il va rentrer en feud avec Tyler Breeze et Tyson Kidd. Sami Zayn, il va se greffer à ça durant l'année. Et ça va finir avec le Sami Zayn contre Pac, où Sami Zayn bat Pac pour le titre. Donc, et après, il va faire 1 ou 2 mois encore à NXT où il perd contre les nouveaux arrivés. C'était Kevin Owens, Finn Balor. Donc là, il les met sur la carte à NXT. Après, il va bouger dans le main roster en début 2015. Donc, on va parler de la période NXT. Toi, par exemple, Mathéo, qu'est-ce que tu as retenu de la période NXT? Surtout que on était dans une époque où c'était les débuts du NXT
comme on l'a connu, c'est Dusty Rhodes qui est en charge à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, les débuts en tag, j'avais suivi ça sans trop y prêter attention parce que c'était pas, on va dire, c'était pas le plus alléchant. Ouais, moi, le moment où j'ai vraiment commencé à aimer, c'est la feud avec Sami. Déjà parce que bah, j'aimais beaucoup Sami déjà à ce moment-là. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était pas un simple high flyer comme on avait vu. C'est que il avait quand même du talent au niveau charismatique. Il manquait le micro encore. Mais dans le storytelling, je trouve qu'il avait fait quand même beaucoup de une bonne progression. Et ouais, c'est la feud avec Sami pour moi qui lui a permis de passer à un niveau déjà à ce niveau-là. Ok, ok. Toi, Zax, toi, t'en as pensé quoi de cette période? Bah, moi, en vrai, c'est c'est un peu pareil. Du coup, le truc tag, bon. En plus, on a une période où NXT se cherche de fou. Du coup, bah, c'est assez Ouais, compliqué de c'est intéressant. s'intéresser. Surtout que moi, j'ai pas vécu cette période en direct. Du coup, c'est dur de Oh. s'accrocher quand tu revois des matchs tag Ah, avec bah ouais, des gens, ils sont en équipe, tu sais même pas forcément pourquoi. Et ils feudent avec ah, on sait pas qui, tu vois. C'est assez compliqué. Mais sa période de justement où il commence à devenir un personnage important de NXT et il fait quasiment toute l'année en tant que champion, toute l'année 2014 en tant que champion. Bah, en fait, c'est lui qui justement cimente cette ère des takeovers. Comme tu l'as dit, les tout premiers, genre, je crois qu'il est du coup le main event des 4 premiers. Je crois du coup il y a Arrival où il bat Bo Dallas, après il y a Fatal 4-Way, et il y a Révolution, si je dis pas de bêtises, où il perd contre Sami Zayn. il y a Takeover aussi. Je crois qu'il y a Ouais, Takeover où c'est il vrai. bat Kingdom Kid, si je dis pas de bêtises. Donc, Mais du ouais, coup, ouais, les ouais, 4 premiers. c'est là que du coup tu te rends compte déjà qu'il est intéressant. Et juste, il y a toujours ce manque de charisme pour moi, même si dans le ring ça reste toujours bah, trop fort. Et surtout, il sort contre Sami Zayn, peut-être un des meilleurs matchs de NXT, quoi. Ah, ok, ok. Roshi? Plus ou moins pareil que Zach, on entend, ouais. Sauf que moi, il y a un truc que je trouve incroyable, c'était son surnom. L'homme que la gravité a oublié, c'est vraiment beaucoup trop gang comme nom. En plus, son finish, il est vraiment incroyable quand tu le vois pour la première fois. Mm. Du coup, comme Zach l'a dit, il avait un manque de charisme. Mais c'est le genre de mec, même si de base il a pas de charisme, dès que le gong il retentit, tu vois, tout part. Tu te dis, ah ouais, ce mec, ça peut vraiment aller loin. Ah, ouais. Après, ouais, Enfin, moi, malheureusement, pas, par contre, ouais. sans barbe, c'est Ouais, compliqué. ouais, C'est je sais quoi? terrible. Là, tu me fais une belle transition, là. Parce que j'allais parler de ça. Bah, moi, un peu un mélange de vous trois. La période tag 2013, franchement, je m'y intéressais pas. Franchement, pas du tout. Donc, surtout que même des années après, hein, c'est pas mémorable quand tu le revois. Par contre, l'année 2014, ben, j'aime bien sur le ring, bah, comme à l'époque. Mais je trouve toujours qu'il a pas de charisme. Je trouve vraiment qu'il est vraiment. Ouais, je le vois, j'ai pas envie de m'intéresser à lui, en fait, tu vois. Même s'il est fort sur le ring, surtout comme tu as dit, avec la barbe et tout, sans la barbe et tout ça, c'est la dégaine qu'il a à l'époque, il a une dégaine spéciale en plus, il est petit, il a une tête un peu bizarre, sans être méchant, hein. Une tête un peu bizarre et tout ça, il a pas de barbe. Euh, Quand il fait des promos, des fois il met des lunettes, il a une tête encore plus bizarre, c'est c'est un peu bizarre. Et le pire là-dedans, c'est que je trouve qu'il a pas de charisme en dehors, mais je trouve sur le ring, il a réussi à avoir du charisme. Je sais pas si vous arrivez à avoir un peu Ouais, ouais. la nuance. Ouais, Genre, Bah, il arrive à montrer de la avec son catch, il personnalité sur le ring. déborde, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il l'ait dans le ring, qu'il l'ait pas en dehors, quoi. Tu vois, ouais. quand il Bah, prend un micro ou quand juste il y a un segment, ça m'intéresse pas plus, tu vois. pour moi, Donc, le moment où je me vas-y, suis vas-y. dit, il s'est un peu amélioré, tu vois, c'est quand même la feud avec Sami, où les deux sont Ouais, face, mais il a quand même, lui, ce côté un petit peu heel au fur et à mesure, qui veut pas lâcher son titre, qui ferait tout pour. Et je me suis dit, ah, quand même, il y a autre chose qu'un high flyer et qui fait des promos de merde, comme on a vu au fil du temps, quoi. ouais, c'est ça. Et ouais, avec Sami, moi, personnellement, c'est une de mes feuds préférées de la destinée chez WWE. Que ce soit NXT, main roster, ce que tu veux. C'est vraiment une de mes feuds préférées. Le match à NXT, comme il a dit Zax, moi personnellement, c'est mon préféré all time. Mon match de NXT préféré, c'est le pack contre Sami Zayn. Euh,
Surtout qu'en plus, les meilleurs matchs de Pac dans le circuit indépendant, c'était contre le mentor de Sami Zayn, El Generico. Ça fait plaisir, ça. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Ouais, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est intéressant. Euh, on va voir ce que ça donne. On sent qu'il va monter dans le main roster. Et on va arriver au main roster. Donc il arrive juste, je crois que c'est l'Euro. Ouais, c'est exactement. C'est l'Euro Postmania 31. Donc on est toute fin mars 2015. Il arrive et on va pouvoir passer à la deuxième partie de son run. On va parler de 2015-2017, donc le run dans le main roster. 2015, il arrive dans le main roster, il rentre directement en feud avec Wade Barrett. Euh, donc ils ont fait très simple, hein, ils sont allés un Anglais contre un Anglais, ils se sont pas cassé la tête. Donc il va le battre à Extreme Rules. Donc c'était vraiment juste pour l'introduire dans le main roster. Ensuite, il y aura le King of the Ring où cette fois il va perdre en finale contre Barrett, qui va gagner la feud. Euh, ils vont le mettre contre Bo Dallas, comme à l'époque de NXT. Et après, il va y avoir peut-être, ça me fait beaucoup de peine de dire ça, c'est limite les gens, j'ai l'impression, ce qui se rappelle le plus de son run. Il va rentrer en feud avec Stardust à l'époque, enfin Cody Rhodes. Euh, et donc ça va mener au match avec Stephen Amell à SummerSlam où il y a Stardust et Wade Barrett contre Amell et Pac. Donc vraiment la rivalité c'était vraiment super-héros contre super-vilain. Mais sans le côté van, hein. C'est vraiment ça la feud. Ils vont faire même des promos package en version comics. Donc ça c'est la première année de Pac dans le main roster. Vous en avez pensé quoi à l'époque? Tout vraiment. Et en plus c'était une belle année pour WWE cette année-là, 2015. Et pas mal de choses assez positives. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Pac et ses débuts dans le main roster? Surtout que c'est possiblement le premier gars qui arrive de NXT en mode NXT moderne, genre. Genre, c'est Mm. la première montée dans le roster qui est un peu moderne, parce que Bray Wyatt, Seth Rollins, je les compte pas là-dedans. Par exemple, Mathéo, t'en as pensé quoi? Du premier arrivé de ce NXT Bah, et de son année. moi, je pensais que c'était une bonne année parce qu'à l'époque, vu que c'était un des premiers call-up de NXT, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit dans le main event tout de suite, quoi. Je pense que c'était une bonne année de rookie, comme on peut dire. Il a fait le job. Bon, la feud avec Stardust, on aime ou on n'aime pas, c'est un truc assez particulier, quoi. Moi, je me souviens, alors c'est cette année-là ou l'année d'après le match contre Rollins, où on C'est croit ça, qu'il va là, gagner. ouais. 2015. Ouais, on croit qu'il va Ouais. gagner le titre. Je me souviens que c'était un vrai bon match en weekly, ça. Et sinon, ouais, c'est une année sympa pour commencer. Et je m'attendais à ce qu'il fasse une grande année 2016, quoi. Ok. Zax, pour toi, t'en as pensé quoi Bah, de l'année? moi, je, je retiens, franchement, de son année, je retiens principalement du coup le match contre Rollins, hein. Je pense que c'est Ah, potentiellement son highlight en carrière main roster WWE. ça fait beaucoup de peine. Terrible, Bah, terrible. c'est ça, quoi. Genre, son highlight, c'est le fait qu'il a quasi gagné le titre. Bon. Mais en plus, Ah, le pire, c'est que c'est un bon match en weekly. Et en plus, ce Rollins-là est trop fort. Mais oui, c'est une bonne année, comme Matteo a dit, de rookie, mais t'as l'impression que tu sais pas trop non plus où ça va après. Genre, ouais, c'est ça. il est là, ils essayent de le montrer à l'écran, mais en même temps, pas contre des gens importants, du coup, bah, je sais Ouais, c'est pas. ça. C'est ça. Toi, Roshi, les débuts, les débuts de Ouais, Pac dans la. c'est une année rookie sympa. Moi, j'avais juste un problème, c'était quand il rentrait avec sa cape, là. Oui, Ah, surtout que dans le ring, il est bon. Donc si tu le présentes avec ça, on dirait ça fait un débile un peu. ouais, bah ouais. Parce que la présentation, ça Surtout fait tout dans le que catch. Et si tu rentres comme ça, directement dans la tête du public, c'est ouah, c'est un jobber à quart d'heure grand max, ce mec, tu vois. c'est Et à c'est un part le peu match ça. contre Rollins, ouais, je sais pas. C'est une année Ouais. sympa de rookie. Ouais, en fait, tu te dis, il est pas, tu sais, il le tue pas, tu vois, mais ils te le mettent pas non plus en avant de fou, tu vois. Tu te dis, ah, c'est le début, ça peut que être mieux après. Bon, après, Ouais, il y a c'est l'année vrai. 2016 qui arrive, ça va aller très vite, je vous dis tout de suite. Euh, moi, je suis un peu d'accord avec Roshi, et ça, c'est un peu, je pense, ça va revenir beaucoup de fois dans les futurs épisodes, quel que soit le catcheur, hein, qui est très important dans le catch, et la présence, la première impression. C'est que tu arrives.
Imaginons tu connais pas un catcheur. On te dit oui, il est fort, nanana, tout ça. Nanana. Toi, tu as des attentes, forcément. Tu te dis ok, je vais le voir la première fois, on va voir ce que ça donne. Sauf que, et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur ça, d'un catcheur dont on va citer son nom, mais ça me fait pas plaisir de le citer. C'était une vidéo de Martiscan qui parlait de la présentation dans le catch. Et il disait que l'entrée, par exemple, comme Roshi l'a dit avec la cape, là, la cape de con, euh, la première impression qu'un catcheur il donne à un fan, c'est l'entrée. Si ton entrée, c'est une entrée de con, le gars va se dire, ouais, c'est qu'un con, lui. Et si ton entrée, elle est immense, les gens vont se dire, ah ouais, tu donnes déjà à la personne envie de regarder, déjà. C'est pour ça que le thème d'entrée, la présentation, le petit intro, c'est très important, en vrai, dans le catch. Ça paraît anodin aujourd'hui quand les gens ils disent oui, c'est une entrée, voilà, tu la passes et voilà, après c'est le match le plus important. Non, vraiment, la présentation et l'entrée, c'est très important pour te mettre dedans, quoi. Ça peut te hype un match, ça peut te hype un gars que tu connais pas très facilement. Donc, comme il a dit Roshi, il arrive avec sa cape, il fait un signe avec les mains, il jette sa cape et il arrive dans le ring. Ouais, bravo, quoi. Donc, euh, donc ouais, moi, c'était la présentation, je l'ai pas trouvé zinzin. Après, comme vous avez dit, c'est une année sympathique. Il y a deux, trois bons matchs. Moi, je me souviens, bon, après, il y en a beaucoup dans ce cas-là, hein. Mais il y a un Open Challenge de John Cena à Raw. Bon, il avait affronté tout le roster, de toute façon, John Cena, hein. Mais c'était très sympa. Le match contre Rollins, hein, comme a dit Isaac, c'est un peu ton highlight qui tourne un peu sur Twitter, quoi, hein. C'est ça que les Ouais. gens retiennent le plus. Donc, ouais, t'as une année, on se dit, allez, pourquoi pas? On va attendre 2016, il y aura peut-être plus d'opportunités. Ce sera peut-être beaucoup plus sympa. Donc on arrive en 2016. Bah, donc il est rentré dans le Rumble, il se fait sortir dans le Rumble, hein, comme beaucoup d'autres, et il va se casser la cheville face à Jericho dans un match à Raw, mais juste avant WrestleMania 32, alors qu'il était prévu pour être dans le ladder match pour le titre intercontinental. Il y avait même des rumeurs, si je dis pas de bêtises, je sais pas si un de vous peut me confirmer, ou en tout cas ça me rappelle quelque chose. Donc, Il il devait était le gagner. prévu, Ah oui, il devait le ouais, il gagner. devait le gagner. Ouais. Ouais, ouais, je crois que j'ai vu ça aussi. Donc, donc le mec se blesse, il participe pas à WrestleMania, ça fait toujours chier de ne pas participer à Mania, dans un match qui était vraiment bien en plus à l'époque, et en plus tu devais le gagner. Donc, comme on a dit avec Samoa Joe il y a 2 semaines, t'as pas de chance. Donc là on se dit, ah merde, c'est pas de chance. Et il revient, et toute l'année 2016 il fait rien. Franchement, il est dans des matchs, dans des pré-shows, il n'y a pas de feud particulière, genre vraiment, c'est même pas de la mauvaise volonté, sincèrement vous allez regarder. Son moment fort de l'année, je pense qu'il se fait drafter à Raw. Sincèrement. Je pense que vraiment c'est ça. Euh, donc faut arriver jusqu'à décembre 2016, où là, le dernier pay-per-view de l'année, c'était Roadblock, où il y avait le titre, il y a eu l'introduction du titre Cruiserweight quelques mois auparavant, durant son absence. À cette époque-là, c'est Rich Swann le champion. Donc ça date, hein. C'était vraiment à l'époque où il y avait TJ Perkins, Brian Kendrick dans la division tag, dans la division Cruiserweight, pardon. Et il va arriver, il va féliciter Rich Swann et il va lui casser la gueule. Et on commence à avoir une nouvelle présentation de lui. Il turn heel pour la première fois chez WWE. Et il va changer de look. Il va se laisser pousser la moustache, la barbe. Il va laisser pousser ses cheveux encore plus. Donc là, on va arriver en 2017. Et 2017, c'est vraiment c'est la division Cruiserweight pour lui. Toute l'année, il va rester dans la division Cruiserweight. Il va gagner le titre tout de suite au Rumble 2017. Et il va faire tout de suite un règne de terreur sur la division. Il va battre Jack Gallagher. Il y aura Akira Tozawa durant l'été. Et ça va finir avec Enzo Amore. Mais c'est surtout marqué par la trilogie avec Austin Harris, qui était excellente. Je trouve que c'est un des trucs les plus oubliés de la dernière décennie chez WWE. Parce que c'était le titre Cruiserweight et que c'était pas vu comme très important. En plus, ils étaient dans le pré-show à WrestleMania, si je dis pas de bêtises. Ils étaient même pas sur la carte principale. Et il va vraiment faire que des excellents matchs cette année-là. Jake Gallagher à l'époque, c'était vraiment, on n'avait que des bons matchs. Et va arriver la feud avec Enzo Amore en fin d'année. Donc Enzo Amore, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas trop. Euh, mais il intéresse les gens parce qu'il est bon au micro, même s'il n'est pas dingue sur le ring. On ne sait pas trop. Et Pac, il va s'embrouiller avec WWE. Et il va donner le titre à Enzo Amore.
et il va s'embrouiller avec WWE, donc ils vont avoir une communication assez bizarre, ils vont se dire, non, il est pas, on le relâche pas, mais il est pas absent, mais il est pas suspendu, on sait pas trop, on le voit pas pendant 2 mois, et on reçoit un communiqué 2 mois après que Pac est licencié chez WWE. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la période Cruiserweight et du départ? Du départ un peu bizarre, on ne sait pas trop, embrouille ou pas. Mathéo, par exemple, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi j'avais vraiment bien aimé le heel turn, enfin la nouvelle présentation, le côté un peu plus brutal, même si c'était encore un high flyer, on voit une nouvelle dimension dans son in-ring. Moi j'avais vraiment bien aimé, et du coup bah, moi Enzo Amore, enfin le règne de champion cruiserweight j'avais bien aimé, après la fin avec Enzo Amore, je trouvais ça bizarre. Et ben après quand il se fait virer c'était juste de l'incompréhension quoi. Vu c'est une des rares fois où même les journalistes entre guillemets n'avaient rien leak, rien, il y avait aucune rumeur, c'était vraiment juste bah on va voir où il va rebondir pour l'instant. Ok, ok. Roshi? Moi aussi, j'avais bien aimé. Et du coup, bah là, c'est terrible, mais sa meilleure période où il a eu la meilleure présentation, c'était celle où il était champion cruiserweight. Et le problème, c'est que ce titre, c'était vraiment un truc pour faire passer le temps à l'époque. Il le Ouais, ouais. donnait, mais c'était pas important, quoi. Cette Ouais, présentation-là, dans la division IC ou US, ça aurait été incroyable. Mais bon, après, bah, Pac, il a subi le problème de la taille chez le W. Du coup, vu qu'il voilà, était petit, bah, je suppose que Vince voyait pas plus que ça pour lui. c'est Et ça. voilà, bah, ça résume un peu son run, quoi. C'est ça, c'est ça. Zax, Bah, c'est ça, en fait. toi, Il arrive dans une période WWE au mauvais moment pour lui, parce que tu es sur la fin de Vince où tu sens que bah, il a toujours ses bonnes idées, mais ça reste plus compliqué au niveau du booking, même si à cette époque-là, ça reste encore correct, comparé à 2019 par exemple. Mais oui, il subit ça. Et ouais, c'est sa meilleure période chez Main Roster, mais la gueule du truc, quoi. Juste, il a une bonne présentation parce que bah, du coup, là, il a pas le problème de la taille avec les Cruiserweight. ah bah Et ouais. il est avec un titre. C'est même pas inintéressant, c'est juste que même les officiels s'en foutent, quoi. Ouais, Genre, c'est ça. si c'est sur un gros pay-per-view, bah, il est en kick-off. Et s'il faut combler une carte d'un pay-per-view, bah, il est là et il a genre 10 minutes. C'est juste. Bah, c'est ça. Bah, il a eu de la chance qu'à l'époque, c'est le début des pay-per-view de Brand, hein. Ouais, C'est que là, c'était à Raw, donc ils arrivaient à avoir une place à Raw. Mais si tu avais des pay-per-view avec les deux, avec Raw et SmackDown, comme on a dit, jamais. hein, il serait en pré-show, quoi. Parce à cette époque-là, le but, c'est de vouloir faire une division cruiserweight comme à l'époque de WCW, qui était super populaire, tout ça. Sauf que Vince McMahon, bon, je pense qu'il était déjà bien sénile, le vieux. Euh, L'époque de WCW, t'avais Eddie Guerrero, t'avais Rey Mysterio, t'avais Dean Malenko, Chris Benoit, Chris Jericho. Là, c'est pas qu'il y avait des mauvais catcheurs, hein. Dans cette division, il y avait pas mal de bons catcheurs, hein. Brian Ouais, c'est Kendrick, juste pas Jimmy le même Rich. calibre, quoi. Ouais, voilà, c'est pas le même calibre et c'était pas la même présentation, surtout. Comme vous avez dit, si t'es que en pré-show, et surtout, il y avait une idée vraiment bête. Il y a personne qui. Je pensais que quelqu'un allait le faire, je pense surtout Rochil allait le faire. T'avais le truc où t'avais le délire, il y a les cordes, elles étaient violettes, le show il devenait violet. Tu savais pas pourquoi. T'as l'impression que c'était un autre show. Genre, ils étaient vraiment exclus des autres, des autres, des autres lutteurs, quoi. C'est qu'on a l'impression de Mm. regarder autre chose En, que, en que plus Raw, quoi. au début de la division cruiserweight t'avais pas 205 Live, le show spécifique. Oh, bah oui. Donc du coup c'était vraiment faisant les fous au début de la deuxième heure d'Euro quand tout le monde part chercher à Exactement. manger. Et c'était le moment où les gens dans les tribunes ils allaient chercher à bouffer, les gens à la maison ils zappaient sur une autre chaîne, c'était terrible pour eux quoi. Ah, c'est vraiment. C'est dommage parce que vraiment, cette année-là, il a vraiment fait des bons matchs, hein. Moi, j'ai souvenir, j'ai énormément aimé le run. Alors que, comme j'ai dit avant, hein, pas qu'avant ça, il m'en touchait une sans toucher l'autre, hein. Je l'aimais. Genre, c'était un bon catcheur, mais je le calculais pas plus que ça. Alors que ce run-là, il m'a vraiment mis à fond sur lui. Genre, cette année-là, vraiment, il me plaît énormément. Genre, je me dis même, ouais, il va perdre le titre Cruiserweight, ça va le mettre avec les autres lutteurs, titre intercontinental, titre des États-Unis. Je me souviens même qu'à l'époque, je voulais vraiment voir Pac contre Brock Lesnar cette année-là. Je sais pas pourquoi. Ça Je aurait été voulais voir ça. incroyable.
Et avec son attitude, tout ça, c'était vraiment excellent. Je me suis dit, avec Brock Lesnar, ça peut que marcher. Bon, finalement, tu vas finir contre Enzo Amore et tu vas lâcher le titre et tu vas t'embrouiller. Donc c'est dommage. Et comme Matteo il a dit, hein, tu finis en plus, on sait même pas. On dirait que la doulée, c'est pas du tout. Lui, c'est pas du tout. Les insiders, ils en savent rien du tout. On nous dit oui, il est pas suspendu, oui, mais on sait pas. Et donc ça va finir un peu en eau de boudin là-bas. Donc c'est vraiment une fin moche parce que ce qui va arriver, c'est encore plus moche après. C'est que ils vont le niquer avec le contrat. Je sais plus exactement pourquoi. Pas qu'on va plus le voir catcher pendant un an. Genre de octobre, je crois de octobre 2017 à octobre 2018, il catch pas une fois. Pendant un an, il n'a pas le droit de catcher. Donc il doit attendre un an. Et donc qu'est-ce que sur le départ, vous avez trouvé ça comment? Pff, on sait pas pour. Est-ce que en fait, c'était quoi votre sensation, votre sentiment quand on vous dit ouais, il peut plus catcher parce qu'il y a quelque chose dans son contrat, on sait pas trop quoi. Toi, Mathéo, par exemple, je sais que Moi, c'est un truc, je trouve ça moche, parce que voilà, c'est vraiment les mecs des bureaux qui veulent niquer un catcheur parce qu'il a pas fait exactement comme il voulait. On a eu la même chose il y a quelques semaines avec Rey Fenix à All Elite, que ce soit ouais, on en parlait W- justement. Ouais. WWE, All Elite, New Japan, peu importe qui fait ça, c'est juste moche. Si vous avez rien pour lui, laissez-le partir, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, comme euh, le truc de niquer le lutteur à cause de contrats, ça j'ai jamais compris. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent de toute façon. Hein. Je pense hormis les matrixés par une promotion. Je vois pas comment tu peux comprendre ça. Bah, il va se faire niquer. C'est bien Et pour la comme tu as dit, parce comptabilité, qu'on a... peut-être. Ouais, bah ouais, mais c'est comme tu as dit, on en discutait encore il y a quelques semaines avec Phoenix. Hein. En plus, on se disait, ouais, Tony Khan, il n'a pas encore fait ça. Ça lui est jamais encore arrivé. Ça va sûrement continuer comme ça. Vraiment, quand on a dit ça, 2 jours après, la news est sortie. Comme quoi il lui rajoutait. Donc j'ai trouvé ça dommage, surtout qu'une année dans le catch, surtout on a une époque où le circuit indie marche beaucoup, WWE marche encore bien, New Japan c'est très 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 fort. C'est qu'un an, on peut t'oublier quoi. Tu vois? Hmm. T'as même plus de hype, tu sais, tu peux même pas faire de promotion. C'est pas comme si tu étais blessé, tu vois, et que tu peux faire un peu de promotion de ton retour, tout ça. C'est que t'as même pas le droit de communiquer, t'as pas le droit de lutter, c'est-à-dire on perd un peu le fil avec toi, quoi, tu vois. Surtout que pas qu'il sortait pas d'un run légendaire en plus, il avait tout pour qu'on l'oublie, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà, surtout que ce moment-là, Toi s'il aussi. est, excuse-moi, mais à Attends. ce moment-là, s'il est libre, c'est le pic de la scène indie au Royaume-Uni. Donc, Ouais, bah ouais, en plus. je pense qu'ils ont vraiment calculé le coup pour le faire chier, quoi. Bah oui. Surtout qu'il aurait pu, vu les relations qu'il avait au Japon, ça m'aurait pas choqué qu'il aille chez New Japan en plus aussi, à cette époque-là. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Je trouvais vraiment, ça me faisait beaucoup de peine pour lui. Toi, Roshi? Je disais donc, c'est la période où Vince, t'es pas d'accord avec lui, bah, c'est compliqué pour toi, hein. Parce que Pac, je suppose qu'il s'est plaint sur son booking, de manière logique. Ouais, bah ouais. Vince n'a pas aimé la plainte. Et vu qu'en plus, bah, comme je l'avais dit, l'Indie à côté, c'était pas mal. Vince, il a vu que si le mec se barrait, bah voilà, ça voulait dire que sa compagnie prenait un coup sur son image. Et il a décidé de le saboter. Après, on sait précisément c'était quoi la raison de l'embrouille? C'est quoi qui l'a fait craquer vraiment? Parce que. Bah, c'était sur le booking, mais on n'a jamais, en tout cas, j'ai pas souvenir d'un truc où il y avait vraiment un communiqué sur ce que c'était, quoi. C'était vraiment juste Ouais, une ça a embrouille. toujours été flou à chaque fois. Ouais, parce que même lui, Genre, il s'est il y jamais avait, vraiment non, expliqué. Bah, il y avait un truc où il était prévu pour un Raw et il avait quitté Raw. C'est parti de ça de base parce qu'il n'était pas content de son utilisation. Et après, ça s'est envenimé. Sauf qu'ils ont fait un communiqué après en disant oui, on a toujours des relations positives avec lui, les discussions sont positives avec lui. Un mois après, ça le tège. Et ça lui dit t'as pas le droit de catcher. Donc les deux on les a jamais eu trop eu. En plus, c'est pas comme on a dit, hein, c'est pas un gars avec un buzz immense, tu vois. Donc c'est pas les journalistes, ils vont pas se ruer sur lui, tu vois. Donc je pense que c'est un peu flou, mais je pense que t'as raison, hein, t'as dessiné les gros traits. Hein. Ça a dû être une embrouille de con.
Vince était sénile, il s'est embrouillé avec lui, hop, allez, je te nique, quoi. Donc, ouais, c'est dommage. Mais Toi, Zach, t'en as pensé quoi? bah, juste pour revenir sur ce qu'on disait là sur Vince et les embrouilles, genre je pense que vraiment à cette époque-là, quand t'as un talent WWE, ça devait être une horreur de travailler dans cet environnement parce que tu pouvais pas dire si t'étais pas content, parce que sinon bah Vince il te mettait plus au booking et là t'avais des vraies raisons de pas être pas content. Et vraiment, je pense que surtout pour des talents qui n'étaient pas les chouchous de Vince, donc qui n'avaient pas le profil type du catcheur pour lui, ça devait être une horreur. Et du coup, bah, Pac, il en a fait les frais à se plaindre et à faire des no-shows. Et oui, après, les méthodes utilisées par WWE, c'est malheureusement, ça a été utilisé depuis le début de l'histoire du catch de bloquer un catcheur pour pas qu'il aille chez la concurrence, surtout quand Ouais. elle est dans une forme excellente. Ah, Et, c'est ça. et du coup, oui, tu lui baises un momentum qui aurait pu être excellent pour lui s'il retourne en Angleterre et comme tu as dit, s'il peut même aller à New Japan à cette époque-là. Attention, vraiment. Parce que déjà, Pac, c'est un très grand lutteur. Mais si à cette période-là, il est libre et il peut aller dans les endroits qu'il veut, attention. C'est ça, c'est que là on fait du what if, hein. Mais comme l'a dit Matteo, la scène anglaise à l'époque, t'as Will Ospreay, t'as Zack Sabre, t'as Marty Scurll, Taylor Bay, toute la clique, hein, je vais pas faire tous les noms, mais t'avais ça. Chez New Japan, il avait des relations, vu que ça travaillait avec Dragon Gate. Donc franchement, il y a un monde où Pac, il arrive, il est dans le Bullet Club, tu vois, à cette époque-là, en plus. Il Ouais. arrive, il serait heel tout de suite. Et un heel étranger chez New Japan à cette époque-là, il y a une chance sur deux, tu finis dans le Bullet Club, hein, Ouais. tu vois. Donc, t'aurais pu un match avec des matchs avec Omega, Tanahashi, toute la clique en plus. Donc, tu vois, t'aurais pu même avoir encore un buzz encore beaucoup plus grand. Donc, je trouve vraiment qu'il s'est fait niquer. C'est assez, c'est assez chaud, quoi. Mais ça va faire la transition. On va arriver donc, on est fin 2018. Donc, il est libre enfin de tout contrat. Il a plus d'obligations. Il arrive fin 18. On se demande ce qu'il va faire. Et il prend une décision. C'était un peu. Moi, ça m'avait surpris à l'époque. Il va retourner chez Dragon Gate. Pendant 5-6 mois, il va retourner là-bas. Donc, c'était la maison qu'il connaît. Hein, c'est la maison qu'il a fait percer. Hein. Euh, Là-bas, ils vont le faire gagner le titre mondial chez eux. Donc, il va le conserver assez longtemps. Je crois quasi tout le run. Hein. Il revient, il le gagne très rapidement. Il le perd sur son dernier match là-bas. Et ça va arriver très vite chez All Elite. Donc je crois que c'est une des premières signatures chez All Elite. Il fait Ouais. vraiment partie du roster initial de All Elite. Hein. Donc hormis les mecs de The Elite, il est vraiment dans les 4-5 premiers. Donc il arrive chez All Elite. On va parler. Avant de parler de ça, on va faire un petit. Même si ça va aller très vite. Hein. Votre match préféré de la période WWE. Et si vous avez des choses avant WWE, vous pouvez aussi les balancer. Hein. Donc Mathéo. Bon, je pense que ça va se rejoindre hein, parce que il n'a pas Ouais. 20 000 grands matchs non plus. Hein. On va. Mon match préféré de WWE, je vais te dire le match contre Sami. Hein. C'est, Ouais, euh, ouais, pas je pense que c'est un peu le pareil. match, c'est le match référence qu'il a là-bas. Ouais, je sais pas si on peut dire Hein. ça comme ça. Après, ouais, le match contre Cena en Open Challenge, j'avais bien aimé. Ouais. Roshi, t'en as un, même un truc, pas forcément un Le, classique, hein, mais même un mm, truc. À retenir. le match contre Sami, mais vas-y, ça c'est vraiment la réponse simple. Mais je Ouais, préfère quand même le voilà. match contre Cena. Ouais, le match contre Sina, ok. De toute façon, on va tomber sur les mêmes choses. Hein. Là, on n'a pas tellement de chance. Zax, toi? Bah moi, pour pas répéter le match contre Sami, le four-way avec Tyler Breeze et Tyson Kidd, Ouais, qui est il est très vraiment très bien. très bon aussi. Et je trouve du coup on l'oublie un peu parce que bah en face t'as le match contre Sami qui est excellent. Et Ouais. sinon avant il y a un match contre El Generico à la PWG, je sais plus c'est quand. Je crois que c'est Ah, c'est en 2007 si je 2006. dis pas de bêtises. 2006-2007. Il y en a deux. Il y en a un Je en crois que c'est 2006 et un en 2000. 2007. Je crois que le mien c'est 2007 et je le trouve excellent. Ouais. Ah, si, Franchement, ouais, je moi vais rassembler tout ce que j'ai un match à citer, si on peut citer de l'Indie d'avant. Vas-y, tu peux y aller. C'est un 3 contre 3.
avec alors t'as El Generico et Kevin Steen, donc Kevin Owens, et un mec que je connais pas, je vais pas mentir, Susumu Yokosuka il s'appelle, contre Ah les oui. Young Bucks Ouais, Bucks et Pac, ouais. et Ouais, je me souviens, Pac. ouais. Et ce match, il est vraiment bien, c'est à la PWG aussi, si vous arrivez à le retrouver. Euh, Moi, je ressemblais un peu tout ce que vous avez dit, hein. Chez WWE, Sami Zayn. J'ai bien aimé le match avec Cena et Rollins, hein. Le four-way aussi, il est pas mal sous-estimé le match. Parce que c'est pas forcément des noms super clinquants à l'époque. Euh, et ouais, hors WWE, pareil, hein. Les deux matchs avec El Generico, vraiment, vraiment. C'est des matchs que je voulais voir un peu avant. C'est vraiment ces deux-là, à la PWG. Donc voilà. Donc là, on va faire la transition maintenant avec ce qu'il fait maintenant. Parce qu'il a été recruté chez All Elite. Il est toujours chez All Elite aujourd'hui. Donc on va parler du run All Elite. Donc il arrive en 2019 là-bas. Donc il est signé dès le début. Mais il fait ses débuts durant l'été. Et tout de suite, il va y avoir je vais dire un running gag. Il va y avoir un truc qui est toujours présent aujourd'hui. C'est que Pac, ça va vraiment être le hater de The Elite. Genre, durant tout le run, il peut pas se voir The Elite. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Mais il peut pas se voir The Elite. Donc, il arrive, son premier match, c'est face à Kenny Omega. À All Out 2019. Donc, il va battre Kenny Omega en plus. Il va rentrer en feud avec Adam Page. Donc là, c'est la période vraiment, il est contre The Elite, hein. Donc de ses débuts à All Elite jusqu'à l'annonce du Covid, il est que en feud avec The Elite. Donc d'abord Kenny Omega, ensuite Adam Page, et il va revenir sur Kenny Omega. Donc là, c'est la période sympa. Je vais surtout en parler avec Matteo, parce que Matteo, je pense qu'il a suivi cette période en direct à l'époque, vu que c'était vraiment le catch, la sale gueule du catch en 2019. T'en as pensé quoi des débuts qui coïncident en plus avec les débuts de All Elite, hein. Il fait vraiment partie des premiers pas, des premiers piliers de chez All Elite. T'en as Ouais, pensé quoi de cette mais période? ouais, bah comme tu dis, c'est un des piliers des débuts de All Elite parce je crois qu'il a annoncé quelques jours après le début enfin, de l'annonce de la compagnie, de la création de la compagnie. Ouais, c'est ça. Moi, à ce moment-là, j'étais vraiment hype parce que j'avais regardé 2-3 matchs qu'il avait fait à Dragon Gate. J'étais vraiment hype et ouais, on va dire la feud avec The Elite, j'aimais bien le perso du hater vraiment qui veut passer à travers chaque mec de The Elite, j'aimais bien le perso. Très surpris de sa victoire contre Kenny Omega parce que Kenny Omega à ce moment-là, même encore maintenant, il perd très 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 rarement. Et ça montrait que bah, All Elite, ils avaient confiance en lui pour l'avenir, quoi. Et du coup, j'étais bien content de ses débuts à All Elite. C'est ça. Toi, Zach, je sais que t'as pas suivi cette époque, enfin cette période à l'époque. Ouais. Je sais que on a déjà parlé ensemble des débuts que tu voulais te refaire. Est-ce que tu en as vu quelques extraits, quelques... Justement, en ayant rattrapé le début de la compagnie, là, en fait, c'est surtout, il est là à tous les Dynamite et il catch à Ouais, quasi tous les Dynamite au début. Vraiment, ouais, il a un match de 10 à 15 minutes, pas que Dynamite. ouais, Et bah, justement, vu que c'est un excellent lutteur, tu as ton quota de bons matchs. Surtout qu'à l'époque, je trouve que All Elite insistait encore plus sur le fait de bons matchs en weekly, etc. ouais, Et à cette époque-là, il est trop important. Et en plus, du coup, ouais. oui, tu le fais rentrer en feud directement avec Kenny Omega, bah, t'as déjà une. Genre, il est remis à la place où il devait être, quoi. C'est ça. C'est ça. Surtout qu'à l'époque, The Elite, il commence, enfin, All Elite, il commence. Il faut qu'ils prennent des gars un minimum connus. Enfin, un minimum connus. Mm. Connus par la plateforme mainstream, on va dire. Donc, la plateforme mainstream, ça veut dire quoi? C'est-à-dire WWE. Les deux gars qui vont prendre, non, les trois gars qui vont prendre, c'est Chris Jericho, John Moxley et Pac, qu'on connaît déjà de WWE. Et ils vont faire très simple, ils vont pas se casser la tête. Ils vont faire Moxley contre Kenny Omega et Pac contre Adam Page. Ils se cassent pas la tête. Ils se disent, on va pas être les mecs connus contre les mecs qui ont créé la compagnie, à peu près. Donc, donc ça marchait plutôt bien. Comme tu as dit, c'est vraiment à cette époque-là, on le voit tout le temps. Ce qui va devenir peut-être un problème à un moment donné dans le run, d'ailleurs. Euh, et ça arrive, hein. Attention à ce qui arrive, hein. Mais ouais, il était vraiment bien au début. Il fait partie des débuts de All Elite, hein. Donc ça rappelle toujours quelque chose de pas mal pour les fans, les premiers fans de All Elite. Toi, je sais, Roshi, t'es pas le All Elitien
Non. le plus grand All Elitien du monde. Mais comment t'en as entendu parler? Je sais que tu t'intéresses quand même beaucoup, tu restes quand même connecté. Ou même si t'as rattrapé des choses. Son match contre Kenny, j'en avais entendu parler. J'ai même vu surtout. Ouais. C'était à Dynamite en plus, non? Avant la Révolution, je crois. Ouais, ça c'est juste avant le Covid, ça. Ça c'est le dernier, le dernier l'Iron Man. Kenny. Ouais, Ouais. de 30 minutes. On va pas envoyer l'Iron Man, j'en parlerai un autre jour. Mais bref, le match est très bien. Et d'ailleurs, ce match-là, je me suis dit, pas qu'en vrai, en champion mondial d'une compagnie, ce serait pas déconnant. Après, malheureusement, voilà quoi, il se passe ce qui se passe après, il l'a jamais touché. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a proposé là. En plus, son look, là, c'était quelque chose. Voilà, Il y avait le combo look et Enric. Et vu ils parlent pas des masses non plus à cette période-là au Elite, c'était parfait pour lui. Avec Ouais. la barbe, ça tue de fou. Ouais. Non, mais la barbe, le nombre de lutteurs, un jour, on va faire une Ah oui, vidéo juste sur ça. Sur les mecs, quoi, qu'il a la barbe a sauvé une carrière. Et Jay White Mais, sera premier, vraiment. Ouais, il sera premier. mais, euh, mais ouais, et là, on va passer sur la deuxième année, donc 2020. Là, il va pas avoir de chance. Là, comme beaucoup de gars, t'as le Covid. Et à cette époque-là, Pac, il vivait pas aux États-Unis en plus. Il vivait en Angleterre. Ça veut dire de mars jusqu'à novembre, on le voit pas, Pac, à la télé. Donc déjà là, en gros, tu fais quasi une année blanche chez All Elite. Tu reviens, tu tournes face. Donc t'es face, après c'est face version pack. Il est toujours agressif, il est toujours mécontent, mais il est face cette fois-ci. Donc les premières choses qu'il va faire, c'est il va retourner il va former l'équipe avec, on a oublié d'en parler, il forme le triangle de la mort avec Phoenix et Penta justement. Donc ça va devenir vraiment un clan assez mythique maintenant de All Elite, même s'il n'existe plus. On peut dire qu'il n'existe plus. Euh, Donc il va se mettre avec eux. Il va feud, il va faire son retour, c'est face à Eddie Kingston, c'est très rapide. C'est juste pour le remettre dans le bain. Euh, Et ensuite, il va de nouveau aller de nouveau sur Kenny. Donc, La hate de ce mec. ouais. Donc, il y a Phoenix et Penta sur les Young Bucks et il y a Pac sur Kenny. Sauf qu'avant le Covid, Pac, il était en feud avec Orange Cassidy. Donc, c'était ils s'affrontent à Révolution d'ailleurs, juste avant le Covid. Et donc, ils vont se dire, allez, on peut pas faire Kenny contre Pac, on peut pas faire Kenny contre Cassidy, on va mettre les trois ensemble. Donc, ça donne Orange Cassidy contre Pac contre Kenny Omega. Là, on est à Double or Nothing 2022. Donc, 2021, pardon. Donc là, on est en mai 2021. On est quasi à la fin du confinement, enfin confinement, avant de réaccueillir du public définitivement. Donc il va retourner sur ça. Le match est excellent. Le trio il est excellent. Et après, il va y avoir le retour du public et on va le mettre contre Andrade. Donc là, on a Andrade contre Pac, qui devait être prévu pour All Out d'ailleurs, le All Out mythique de 2021. Mais je sais plus pourquoi. Je sais pas, Mathieu, si tu te souviens pourquoi il n'y a pas le match finalement. Il y avait une couille, mais je sais plus laquelle. Un qui était tombé malade juste avant, ou je sais plus quoi. Mais je me souviens, si vous recherchez encore sur Twitter à l'époque, il y a l'affiche pas contre Andrade sur All Out. Mais le match n'est pas présent en pay-per-view. Ils vont le faire au début de Rampage, donc là on est dans les débuts de Rampage. Euh, Andrade, il gagne la feud Andrade. La feud est basique, c'est vraiment une feud basique. Là, c'est pas une feud, c'est pas du tout une feud légendaire. Et après, il va vraiment se concentrer sur le triangle de la mort en trio. Donc 2021, Mathéo, t'en as pensé quoi? Surtout qu'on arrive là, on est dans le pic de All Elite, la compagnie. T'en as pensé quoi du booking un peu? On le met au début, ensuite ça se tasse un peu, et après il va y avoir quelques ennuis, on va commencer à avoir des ennuis avec lui. Qu'est-ce que t'en as pensé à ce moment-là? Moi, là, je vais pas mentir, la période 2020, Covid sans public, j'ai pas trop suivi. Ok, J'ai eu beaucoup de mal le catch sans public. Et ok, après, du coup, quand il y a eu j'ai vu qu'il y avait de nouveau du monde dans les salles, j'ai repris à Double or Nothing avec le Triway qui est vraiment très bien. Et la feud contre Andrade, après, j'ai bien aimé. Du coup, je viens de voir le
La raison pour laquelle il n'était pas all out, c'est parce que Pac, il a eu des problèmes de transport le week-end Ah du bah pay-per-view. voilà. Voilà. Ah Voilà. bah tu vois, c'est ça, ça vaut C'est de... pas de chance, mais du coup, il l'a mis pour la première de Rampage, je crois, comme t'as dit. Ouais. Ouais, c'était une des premières de Rampage, on doit être l'épisode 4-5, hein. Ouais, Franchement, la vous sortie regardez, c'est était- bon. Ouais. Ah, Bah, voilà. du coup, ouais, Bah, j'avais bien aimé le match contre Andrade, et après, ouais, y a rien de très mémorable si ce n'est le three-way contre Kenny et Orange Cassidy à Double or Nothing. ok. Zax et Rocher. Bon, d'abord Zax. Je crois pas, je sais pas si tu as suivi cette époque, enfin cette période à l'époque. Si, si, Qu'est-ce que t'en- malheureusement, c'est là que je commence un peu plus sur l'élite, c'est quand il y a le catch en public. Si je peux Aïe, dire, je aïe. commence quand je vois que FTR arrive. Hein. La raison grave nulle, mais, mais je commence à peu près là. Et du coup, oui, il n'y a pas Pac au début. Et personnellement, j'aime bien du coup moi, le trio avec Rey Fenix et Penta, je suis complètement fan. Je trouve que les trois matchs trop bien ensemble. Ouais, Et du coup, Pac en figure vraiment solo dans un trio, ça marche trop bien. Et après, oui, ça reste vraiment anecdotique, quoi. Même les matchs qu'il a en solo, bah, c'est sympa parce que c'est Pac, mais sinon, c'est contre des gens à cette époque-là qui sont pas très intéressants. c'est ça. Toi, Roshi, sur cette période, est-ce que Oh, alors, ce le dont tu te Covid, souviens? le catch sous Covid, je trouve ça choquant. Hein, déjà qu'il n'y ait Ouais. personne. C'est choquant et ça me dégoûte. Pac, bah, moi je pensais qu'il allait toucher un titre à ce moment-là. Hein. Même pendant 1 ou 2 mois, bon, il l'a jamais touché. Et le contraste Pac et Orange Cassidy, j'aime beaucoup. Parce que Pac, il est Ouais, ultra sérieux, professionnel, et à côté, t'as l'autre là qui, main dans les poches, qui s'en fout un peu. Je trouve les deux ils mixent bien ensemble. En plus, avec Kenny dedans, bah, ça pouvait que marcher. Après, bah, t'as ces problèmes de visa, je crois. Des fois, il ouais, vient, des fois, il vient pas. c'est ça. Au Et début, ça je va pensais devenir que c'était récurrent short après. visa. Et maintenant, je sais pas s'il fait ça volontairement ou c'est juste parce qu'il a toujours des problèmes. Mais ça Ouais, l'a c'est ça, vraiment ralenti dans sa progression et dans la compagnie. c'est ça. Surtout qu'après Andrade, c'était basique. Va y avoir le dernier match à Full Gear, c'est Cody Rhodes et Pac contre Andrade et Malakai. Vraiment, la gueule du match, elle elle me fait toujours autant rire. Euh, Mais après, il va rien faire de fin 2021 jusqu'à début 2022. Il se bat beaucoup avec House of Black. Donc, c'est les débuts avec Malakai, Buddy Matthews, Brody King. Franchement, c'est rien de zinzin. Franchement, vous regardez, c'est vraiment c'est le fond de la carte, malheureusement. Alors qu'il y avait du potentiel. Je pense même de faire Malakai Pac en solo, c'était beaucoup mieux. Donc là, il fait pas grand-chose. Et il faut attendre juin 2022, pardon. 2002. Juin 2022, où au premier Forbidden Door, il va gagner le nouveau titre, le titre international. À l'époque, c'était le All Atlantic. Pour ceux qui se souviennent, c'était le All Ouais. Atlantic Le nom pendant. tragique. Ouais, le nom de. Le nom de con. Et ça disait le titre Atlantique. Il n'y avait même pas que des pays de l'Atlantique, c'était n'importe quoi. Allez comprendre. Euh, donc, ouais, il va prendre le titre. Et là, il fait rien que le titre. Il n'y a rien d'important que le titre. Limite, on dirait que le titre, il est pas important. Enfin, il est même pas la compagnie. Donc il On va dirait un défendre accessoire. C'est ça, il va en Angleterre. euh, il va faire un match en Angleterre. Il va faire deux matchs au Royaume-Uni, pardon. Il a deux matchs Et quand à il la Rev Pro et il a un match à OTT. ouais, voilà. Et sinon, dans les shows hebdo, il est même pas tellement important le titre All Atlantic, bon, international, on va dire international, non. Hein. Ouais. Mais il va le perdre. En plus, il le garde pas très longtemps. Il le garde 3-4 mois. Et pour le perdre contre Orange Cassidy. Entre-temps, il gagne les titres trio après l'embrouille entre The Elite et CM Punk, vu que The Elite a été suspendu après avoir gagné les titres. Donc, rien de fou sur le titre international. Par contre, pour les titres trio, il va y avoir la série de 7 matchs entre Mm. The Elite et Death Triangle. Là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que là, je pense que c'est le dernier gros fait d'armes qu'il a chez All Elite pour le moment. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé du titre, du règne du titre international plus celui en trio? Donc, Mathéo?
Ben ouais, moi le titre Atlantique, comme tu as dit, ouais, c'était pas très important. Ah, c'est insignifiant, C'était sincèrement. assez Franchement, insignifiant. Le tournoi était même pas si excellent que ça. ouais, en plus. Alors que les tournois, généralement, à All Elite, t'as quand même des vrais bons matchs. Et en plus, ouais, comme tu as dit, le titre, c'est un accessoire, il est pas important. C'est après, pour les titres trio, je vais bien, la série de matchs contre The Elite, là, était vraiment, vraiment bien. Contre contre, Ouais, The ah Elite. ouais, et contre The Elite, c'était vraiment bien. Je me souviens que, bon, en plus, il y a des stipulations, si je dis pas de conneries, il y a des ladder matchs, il y a Ouais, des il y en a conneries comme une. ça. Et Ouais. c'était vraiment, vraiment bien. C'était à ce moment-là, dire All Elite était un peu au bord du gaz, et c'était un des Oh, rares trucs auxquels enfin, j'avais de la hype chaque semaine, quoi. ah, tu peux le dire, hein. Franchement, cette période-là, elle pue sa mère, hein. Franchement, ce qui là, la deuxième partie de 2022, surtout fin 2022, c'est tragique. Ah, c'était vraiment pas beau. Donc, ok, Zax, toi, t'en as pensé quoi de. Surtout, je sais que t'en as parlé il y a pas trop longtemps en plus de cette série de matchs. Si je Ouais, dis pas de bêtises. justement, parce que vraiment, la série, il n'y a pas un match qui est mauvais et c'est au minima très bien à chaque fois, quoi. Et surtout, je trouve que la manière dont ils réussissent à se renouveler sur 7 matchs dans la même configuration chaque fois, mais les matchs restent toujours bons et t'as quand même un truc qui diffère pour justement pas que ça soit juste le même match à chaque fois, quoi. Ah, bah, c'est ça. Je trouve la série trop intéressante. Et même, comme Matteo a dit, avec les stipulations, t'as un Fast Count Anywhere, t'as un ladder match, t'as Le un Fast no disqualification, je crois. le, ouais, le Fast Cone Anywhere, il est vraiment très bien. Je crois que c'est Ouais, limite mon préféré, hein. C'est le sixième, si je dis pas de bêtises, parce que le ouais, septième, c'est c'est ça. avec le match à échelle. Mais le sixième est vraiment excellent. Donc ouais, franchement, en plus, c'est les débuts du titre trio. Et Mais, ceux qui connaissent la suite du titre trio, il y a pas eu mieux, hein. Il n'y a pas eu mieux depuis. Mais il n'y a pas eu ouais, c'est ça. du tout, j'ai l'impression. Ouais, il y a pas... ouais, y a pas eu- ah, c'est Parce que comme dramatique. vous avez dit, vraiment, W à cette époque-là, waouh! Franchement, hein, c'est Ah, compliqué de faire pire, je pense. c'est Et, gaz. et justement, enfin, c'est le titre trio qui avait du buzz, quoi. Faut dire. C'est choquant. Je trouve ça choquant cette phrase. T'as deux trucs qui te hype chaque semaine à All Elite, c'est s'il y a une nouvelle news d'une bagarre en backstage et s'il y a un match Death Triangle Elite, c'est tout. Ouais, c'est vraiment, je trouve ça choquant. Surtout qu'à cette époque-là, WWE, ils ont du buzz à mort. Ah ouais, WWE, c'est ils ont du chaud, hein. buzz. Ouais, en plus, c'était lourd. C'est même pas t'as du buzz, juste parce que t'as du buzz. W, ils avaient le buzz parce qu'ils étaient forts. Donc là, c'était encore pire, c'était encore plus criant de l'autre côté. Toi, Roshi, on a pensé quoi de cette période? Surtout que Alors là, son, c'est les débuts où on se connaît tous, on va dire en plus. alors Personnellement, son règne champion atlantique, bah lui il souffre du fait qu'il y avait 40 titres dans la compagnie, hein. Du coup, tu sais ouais. pas s'il est champion mid-card ou si c'est l'autre titre qui est mid-card. Du coup, il est booké juste pour faire des combats de temps en temps. Et regardez les gens dans le four-way où ils gagnent le titre, hein. Et comme dirait mon ami Mourinho, look if they play, how they play and where they play, hein. C'est très choquant les noms. Et du coup, le problème, oui et non, c'est que sa meilleure partie, ça sera dans la rivalité avec les titres trio. Alors c'est cool, les matchs étaient incroyables, mais pas que ça devrait pas être là où vraiment il brille de fou. Il aurait au moins dû avoir un petit règne avant, solo, où tu te dis, ouais, c'est très fort. Mais au Ouais, moins, ouais, il a ça pour dire que son run n'est pas totalement mauvais. Ça, au moins, ouais, ça l'aura élevé, un tant soit peu. ouais. Moi, pareil, hein, les titres, même si j'ai trouvé que 7 c'est beaucoup quand même, hein. 7, même avec Melo et Andrade là actuellement, par exemple, je trouve 7 faut finir au moins avec le meilleur, je trouve, ou finir en pay-per-view. Ouais, chose qui n'est pas possible dans les deux cas. Donc ouais, franchement, c'est le dernier truc pas mal kiffé de l'année. Parce que là, on va arriver à 2023. Et alors, 2023, c'est très très simple, hein. 2023, il y a blessure plus problème de visa. Il a 2 matchs en 2023 chez All Elite. Il revient pour le Blood and Guts. En 2023, c'était The Elite contre le BCC. Il fait que ça. Non, il me précise, il a un match contre Gravity à Dynamite qui dure 8 minutes. C'est tout ce qu'il fait en 2023. Donc, Belle carrière. 2023, il fait une année Faut ouf. le dire, le match contre Gravity, c'est une chute de un long terme storytelling parce qu'il l'avait oublié pendant plusieurs années, hein, à WWE.
Mais surtout que. Ça, c'est surtout le beau, ça pire, va, Théo. j'allais faire la vanne en plus, ce connard. Vraiment, ils ont fait le match pour Udwan. Hein. Ils ont Ah, fait vraiment le match c'est pour sûr, c'est les Young Bucks, ils sont allés en vestiaire, ils ont dit bon les gars, on a trouvé un nouveau truc. Les deux cons là, aller sur le ring pendant 10 minutes. Et c'est choquant. Donc en gros, il va finir. Il se blesse fin 2022. Il revient de sa blessure au nez. Il est dans le Blood and Guts parce qu'il c'est un hater de The Elite. Dans le match, il va se blesser. Dans le match, il se blesse. Ensuite, il revient de nouveau. Il affronte Gravity pour la vanne. Durant le match, il se reblesse. Le mec, les 3 derniers matchs qu'il a fait, les 3, il se blesse. C'est choquant. Et donc, il faut attendre jusqu'à mars 2024. Donc cette année, il y a 6 mois. Hein. Il y a 6 mois. Il revient en face. Il revient cette fois-ci. Hein. Quand on vous dit c'est récurrent, il revient face à The Elite, qui était devenu heel. Donc, il va défier Okada pour le titre continental cette fois. Il défie Okada. Il gagne pas contre Okada. Ensuite, durant tout l'été, c'est un peu celui qui va partir de All-In. Hein. C'est le gros nom qui n'a pas de match à All-In en solo, en tout cas, je parle. Vu qu'il était censé gagner les titres trio a priori avec Phoenix et Penta, sauf qu'ils ont bougé. Donc le mec, il se fait niquer dans son propre pays. Il finit avec Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta à gagner les titres trio. Et on finit avec... il avait gagné une chance pour le titre à Ospreay. Il va le défier à All Out, dont on va parler. Et dernier fait d'armes, ben, il turn heel. Et il rejoint le nouveau clan qui n'a pas encore de nom de John Moxley, qui se retourne face à Danielson. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'année actuelle? Cette fois-ci, on a l'impression que allez, c'est peut-être de nouveau reparti. C'est fini les blessures, c'est fini le visa. On le voit plus souvent dans des plus gros matchs. Il y a Okada, Ospreay, tu rejoins Moxley qui est souvent là. Donc, qu'est-ce que vous pensez du regain peut-être de son run chez All Elite après quoi. Bah, Donc, moi, je veux bien Mathéo, commencer. enfin Zach, Ah, non, vas-y. Zach, commence. Bah, en fait, moi, à chaque fois, on se dit, ouais, ça y est, c'est son année. Donc, j'arrive plus à y croire, hein, franchement. Là, Malheureusement, à chaque fois, c'est les mêmes conditions. Où, genre, il arrive, son retour, il est cool. Il fait un bon truc. Il perd un gros match. Après, il végète dans la division pendant des mois. Après, il a un gros match, il repère. Et après, c'est reparti en boucle. c'est ça. Moi, je Parce suis. qu'en plus, le truc, c'est qu'on peut même pas nier les matchs qu'il a. Parce que, genre, sur cette année, du coup, il a le match contre Ospreay. Il a le match contre Danielson. Il a un match contre Claudio. Il a Ouais. un match, du coup, le match contre Okada. Genre, ne Ouais. serait-ce qu'en solo. Cette année, il a, genre, quand même déjà 4 vraiment bons matchs. C'est juste Mhm. que, bah, en fait, tu sens qu'ils savent pas quoi faire avec. C'est ça. Là, il est dans le clan. Mais après, dès qu'ils vont perdre les titres trio, est-ce qu'il va rester dans le clan déjà? C'est ça le truc. Ouais, Genre, j'espère, hein, on va voir. je sais même pas ce qu'il compte en faire. Et j'ai peur que, bah, après tout ça et après la rivalité, genre Moxley-Danielson, bah, que lui aussi, il retourne dans son truc où pendant 4 mois, bah, il affronte des mecs à Rampage et voilà quoi. C'est ça. Moi, je suis pour poursuivre. Je suis un peu d'accord. Même si j'ai l'impression qu'il est quand même plus présent. C'est le truc qui me fait plaisir en tout cas. Il a beaucoup plus de matchs que les autres années. Comme tu as dit, je pense que le truc avec Moxley, je pense qu'il va rester dedans. Enfin, j'espère. Si tu commences vraiment à me dire dans un mois et demi, il y est plus, je comprends pas. Franchement, je Mm. comprends pas. Mais ce serait même pas choquant. Hein. Le pire, c'est que ce Ah serait oui, pas bah, choquant. Donc, j'espère. Est-ce que j'espère qu'il a une place plus importante dans la carte? J'espère aussi. J'espère qu'il a que des gros matchs. Parce que là, comme tu as dit, hein, cette année, tu as vraiment des bons matchs. Hein. Juste en pay-per-view, tu as Okada. En un contrat, tu as Okada et Pac. Enfin, tu as Okada, pardon, et Ospreay. Surtout que le match contre Ospreay, il est excellent. Le match contre Ospreay, il est excellent. Le match contre Okada, il est très bien. C'est sûrement le meilleur match de Okada depuis qu'il est là. Moi, j'espère juste que ça va marcher pour lui. Même si je ne souhaite pas. On a oublié de parler d'un truc qui dépend même pas de lui. C'est que quand Roshi dit, par exemple, en 2020, il aurait pu toucher un titre mondial ou 2021. C'est le pire, c'est que Roshi il a raison à ce moment-là. Sauf que tu regardes le roster aujourd'hui, il y en a plein qui te passent devant hein, aussi. Hein. Avec le nombre de gars qui sont arrivés.
T'as Ospreay qui est arrivé, Okada qui arrive. Même des gars comme Jay White. Jay White, c'est devant Pac au niveau main event. T'as Moxley, t'as Danielson qui est arrivé. Il manquerait plus qu'il y ait CM Punk que CM Punk se tape pas. Et il y a aussi CM Punk devant toi. Donc ouais, je pense que pour le titre mondial, je pense que la fenêtre de tir, elle est fermée. Faut juste espérer vraiment qu'on le voit souvent et dans les vrais programmes surtout. Moi, je pense. Toi, Mathéo, t'en penses quoi? Moi, l'année 2020, enfin, après All-in 2023 jusqu'à, on va dire, mars 2024, on va dire de la période où il fait pas grand-chose, j'ai pas regardé All Elite. Ouais. En tant que bon fan de CM Punk et mec qui a aucune race, j'ai pas regardé. Ensuite, ouais, pareil que vous, j'ai un peu peur qu'il végète dans la mid-card, même si j'aime bien l'alliance avec Castagnoli et Moxley et Marina Shafir là. Je trouve que ça a du flow, mais faut voir la Ça suite. mène. Ok. Toi, Roshi, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce que tu vois? En vrai, moi, ça dépend parce que j'entends ce que vous avez dit, mais ça dépend de vos attentes. Si vous espérez qu'il redevienne un mec dans le haut de la carte, je pense que ça va vraiment être très compliqué. Maintenant, Après, si t'appelles le quoi au-delà de la projet, carte? c'est qu'il soit T'appelles quoi au-delà de bah, la carte? donc, pas le pit mondial, mais juste en dessous, quoi. Que ce soit un mec, allez, champion mid-card, à la limite. Ouais, voilà. Moi, j'espère, en tout cas, ce que Au j'aimerais, niveau d'Ospreay actuellement, voilà, à peu près. Dans l'importance. Ça, tu vois. ça, j'aimerais bien. Est-ce que ça va arriver? Je suis moins sûr de ça. Mais même ça, Ouais. actuellement, j'ai l'impression que c'est trop haut pour lui, malheureusement. Il y a des mecs devant. Pour moi, là, c'est un role player. Enfin, un role player. Ouais, un role player, là, dans le roster. Ah ouais, Il va avoir des matchs contre des gros noms. Pour avoir des matchs contre des gros noms, mais ce sera jamais le mec qui va te faire douter sur s'il va gagner ou pas. Après, c'est un bon rôle. Ouais, c'est un bon rôle. Comme tu as dit, role player, c'est même pas négatif quand on dit role player. Un role player, ça veut dire que c'est un joueur utile. Ouais, ils lui font confiance, ils vont le voir faire des classiques et tout. C'est Mais, dommage que la période où il est de là tout le temps, c'est la période où il a un rôle moindre. C'est ça. Enfin, une importance Donc, moindre. je le vois plus comme un role player. Je le vois pas comme. C'est pas le franchise, il sera pas main event. Et comme on a dit, avec le roster actuel, là, il peut oublier le main event. Il y a trop de gens devant lui. Il y a trop de gens devant toi. Surtout que t'es pas à l'abri qu'il y a 2-3 gars qui pètent. Même, regarde, on a même pas. J'ai cité des gars de main event. J'ai même pas parlé d'Adam Page, j'ai pas parlé de Swerve Strickland, MJF, même Darby Allin. Tous ces mecs-là, c'est devant toi Mais aujourd'hui. c'est ça le truc, c'est parce que t'as des mecs maintenant qui sont meilleurs que lui dans le ring, donc normalement ce qui est censé être son domaine de prédiction, et il y a tellement un paquet de mecs qui le fument au micro, etc., que là, tu peux pas te frayer un chemin vers le main event, c'est mort. Ah non, le main event, il peut oublier. Là, il peut oublier. Parce que même si on regarde bien, sans s'appuyer, un Adam Cole, s'il revient de blessure, il est devant lui aussi. Tu vois, des gars, on oublie. Même des gars qui sont pas. Les gars, même des gars qui sont pas dans le main. Les gars, Eddie Kingston, c'est devant Pac, les gars, je crois. Un gars comme Eddie Kingston, il est plus haut dans la carte que Pac. Ah oui, Si, bah je oui. crois. Il y en a. Il manquerait plus qu'un Daniel Garcia s'il reste, il pète, ou même Jack Perry. Jack Perry est plus important que toi, là, actuellement. Donc, c'est. Ouais. Est-ce que tu as laissé passer ta chance? Certainement. Est-ce que tu peux espérer avoir quelque chose de mieux? Oui. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Mais de toute façon, là, dans tous les cas, ce serait quoi son autre choix? Parce que, du coup, je sais pas si un jour ce mec retournera chez WWE, et dans l'autre cas, tu veux aller chez un New Japan détruit, où là, c'est sûr, tu aurais une place de main eventer, mais est-ce que c'est intéressant? C'est ça, on en discutait même hors vidéo. Aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, tu n'aies que deux gros pôles en termes de catch, c'est qu'un mec qui va chez WWE, enfin un gars de chez WWE, il n'a pas d'autre choix que d'aller chez All Elite. Un gars de chez All Elite, il n'a pas d'autre choix qu'aller chez WWE, tu vois. Tu n'as pas de circuit indépendant américain stable. C'est soit très mauvais, soit c'est des compagnies. Ça me fait beaucoup de peine. Je vais même pas les citer parce que ça me fait de la peine. J'ai pas envie de caser ça. Le circuit européen, depuis le Covid et depuis le mouvement Speaking Out, il est mort. Même s'il y a un petit regain, mais c'est surtout des jeunes. Le Japon, New Japan, comme tu as dit. Aujourd'hui, qui veut aller chez New Japan? Personne. Même des fois, quand j'entends des gens, quand ils parlent des mecs mal bookés chez WWE ou chez All Elite,
Ils disent oh, faut qu'il aille chez New Japan. Non, non, je préfère être mal booké. Je te jure, je préfère être mal booké. Chez truc. Il y a rien chez New Japan. C'est mort. Donc, si tu veux un minimum de buzz et faire parler toi et performer, aujourd'hui, tu n'as que deux possibilités. Et comme tu as dit, pas qu'il a déjà épuisé la possibilité WWE, là, tu es contraint de rester chez All Elite, quoi. Encore, tu as de la chance qu'All Elite, ils ouvrent leurs portes et que tu peux faire quelques matchs au Japon, quelques matchs au Mexique, comme il a fait il y a quelques mois. Donc, ouais, tu peux que te contenter de ça, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, de vrai. Après, il a quel âge, Pac? 37, 38? Ouais, Pas... 38. Ouais, il y a toujours moyen, tu vois, qu'il se regain et qu'il remonte un peu. Mais Ouais. Mais enfin, faut juste au moins je lui fais pas confiance à lui. Je fais pas confiance au mec qui le book. Il y a le truc. Ah oui, ça. Je pense que parce que ça, on en a pas parlé. Hein. Là, il faut sauver le soldat. Parce que chez WWE, hein, on pourrait le faire dans le sens inverse. Hein. On vous dit tout de suite. Hein. C'est pas l'autre booker en face, il est pas beaucoup mieux. Hein. Mais là, Donc, faut le sauver Pac, mais de tout le monde. Faut le sortir Ouais, du catch, donc, les gars, laissez-le tranquille. Ah ouais, c'est que ce mythe de t'es bien utilisé chez All Elite, il faut vous le sortir de la tête. Hein. De toute façon, je pense que si vous regardez les deux programmes, vous voyez tout de suite. Hein. Ça n'existe pas. Le All Elite où t'es bien booké. Il y a plein de gars qui ont été mal bookés, qui ont été mal gérés au niveau du contrat, au niveau du booking, donc laissez tomber. Bah oui, un mec qu'on Euh, parlait juste avant, parce qu'il a eu une feud avec, genre Andrade, bah, son booking chez All Elite, bah, au final, il est de retour chez WWE, quoi. C'est pour ça. Roshi, quand il parle du match All Atlantic, là. Miro, disparition. Il est sûrement mort, on ne le sait pas. Ouais, Where They Play. Malakai, il est en intérim. C'est peut-être How They moi à Play. déco. Voilà. Voilà. Kisly, je vais même pas faire de vanne parce que sait-on jamais. La dernière fois qu'on a fait une vanne sur une chaîne, ça s'est mal passé. Donc Kisly, regardez même Jay White. Jay White, là, qu'est-ce qu'il fait le clown là pendant. J'espère que ça va être mieux là, mais pourtant c'est des bons catcheurs hein, qu'on a, ces que je viens de citer. Hein. Ah, mais là Y a encore, pas je de parle problème. Hein. de mecs qui ont eu des blessures ou on sait au moins qu'ils sont vivants. Et Ricky Stark, il est où? Mais voilà, mais Voilà. actuellement il réactualise. Actuellement il réactualise. Les gars, je prends ce C'est travail, pour- il réactualise. C'est pour ça, je pense que la porte WWE pour Pac non plus, elle est pas totalement fermée. Hein. Ah oui, mais ça qu'il m'étonne y a pas. il y a un monde où dans quelques mois, quelques années, je sais pas quand son contrat se termine, Ouais, c'est ça le truc il, aussi. il aille à WWE, ce serait pas choquant. Après, Y a vu rien qu'il a, Avec All Elite, vu qu'il a 3 ans de blessure et que Tony Khan maintenant il sait faire ça, peut-être qu'on le verra dans 10 ans à la WWE. mais surtout que déjà, de base, Tony Khan fait des contrats super longs, alors là, waouh. Là, donc, wow. Imaginez le contrat d'Adam Cole là, avec ses 2 ans et demi de blessure. Ah, c'est chaud. Mais ouais, on va finir sur ça. Peut-être un dernier truc. Je pense que c'est un dernier truc qu'on va faire sur peut-être de futures vidéos. Il faut sauver le soldat. Qu'est-ce que vous pensez il arrive en 2024 et qu'est-ce que vous pensez il va arriver non, qu'est-ce que vous lui souhaitez et qu'est-ce qui va arriver parce que c'est pas la même chose. Ah oui. Zach, qu'est-ce que tu lui souhaites brièvement et qu'est-ce qui va arriver, je pense, pour lui Moi, en que je lui 2024. souhaite, c'est que ça continue avec le nouveau clan de Moxley, que je pense qu'ils vont lâcher les titres trio, parce que du coup, bah, vu que Wheeler Yuta n'est pas convié dans le clan, bah, ça serait un peu con de les garder pendant très longtemps. Et pourquoi pas... Je ne même pas qu'il fasse ça. Bah oui, et pourquoi pas aller chercher un titre continental. J'aimerais bien une bonne participation au Continental Classique, en vrai. Ok. Ça pourrait être cool, surtout, bah, c'est vraiment le format pour Pâques, quoi. Du match télé de 15 minutes toutes les semaines, c'est nickel. Et si on peut espérer, du coup, un second match contre Okada au bout de ça, pourquoi pas. Et c'est ça, en fait, on espère juste des bons matchs contre des gros noms. Et malheureusement, ça, je sais même pas si ça risque d'arriver. J'ai peur que, en fait, moi j'ai trop peur qu'il se fasse oublier juste après la feud Danielson-Moxley et qu'il l'enlève du clan, genre. Ok. Et ça me fait beaucoup de peine déjà. Et s'il doit faire un petit prono sur 2024, une anecdote, un truc, un petit pronostic.
Bah, Gagner avec une une blessure en novembre. blessure en novembre. Ça me fait plaisir d'entendre ça, putain. Waouh. Mathéo, qu'est-ce que Ben, tu lui souhaites et un petit prono sur 2024? moi, ce que je lui souhaite, bah, pourquoi pas un petit règne de champion mid-card de quelques semaines, tu vois. Peut-être un règne de transition après Ospreay, ce serait pas horrible, même si c'est pas le numéro 1, je pense. Euh, et ouais, qu'il soit quand même. Qu'il retombe pas dans les tréfonds de Rampage et de Collision, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et un petit prono sur 2024? Qu'est-ce que. Un prono Un sur petit bingo là. 2024. Ouais, je pense que ouais, pour compléter la blessure, j'ai un problème de visa. Ok. Roshi? Bah, déjà, le prono tout de suite. Problème de passeport de visa. Voilà, ça va tomber. Ouais. Bah, je lui souhaite aussi un règne de champion mid-card. Et vas-y, au moins un gros match contre le champion mondial ou une petite rivalité, histoire d'eux. Ce Ok. qui va arriver, au mieux, il a un petit run à la Claudio, champion ROH pendant quelques temps. Oui, ça Au fait. Oui, pire, c'est vrai. et c'est ce qui va arriver, je pense, il va gagner des titres trio. Voilà. Encore. Ah bah, c'est sa place hein, dans la carte maintenant, on dirait. Donc bon, c'est Oh, le terrible. frère est bloqué. Putain. Waouh. Même pas comme si elle était bonne là. Toi, encore la division trio, elle serait forte. Tu te dis pourquoi pas, allez. Il y a 3 équipes. Même pas, elle existe même pas. Oh là 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 là. Et pour moi, pour finir, ce que je lui souhaite, bah, comme on a dit, hein, j'espère qu'il y a un regain dans la carte. Vraiment, il soit placé juste en dessous, un upper quart d'heure, un vrai upper quart d'heure. En plus, t'es dans t'es dans les fondations de la compagnie. Ce serait mérité pour lui. Il a le niveau, je trouve, aujourd'hui. Que ce soit même au niveau du charisme, au niveau du micro, je trouve il a une vraie personnalité. Donc, j'espère. Comme il a dit Zax, peut-être un titre continental. Pourquoi pas? Ce serait sympa. Ce qui va arriver par contre, je vais pas lui souhaiter une blessure et problème visa comme vous, bande de chiens. Qu'est-ce qui va lui arriver en 2024? Allez, j'y crois. Je vais dire, il va avoir un vrai match, enfin un match en solo à All-In. Allez, je vais poser ça. Donc, ce serait déjà bien pour lui. Ce serait déjà bien. Et voilà, hein. En plus, All-in, Voilà. il aurait loupé le coche parce que le All-in l'année prochaine, c'est même pour au Royaume-Uni. Ouais, c'est vrai. Non, tu sais quoi, je vais changer, t'as raison. Putain. Il va avoir un match en 1 contre 1 vraiment excellent à Forbidden Door, vu que c'est à Londres. Ouais. Le mec a vraiment pas de chance. Là, c'est pas Wembley. All-in. Euh, donc voilà. Hein. Voilà pour nous. Hein. Mathéo, tu peux conclure. Ouais, bah du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était le 4e épisode de Il faut sauver le soldat, pardon. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Pac? Qu'est-ce que vous attendez de la suite pour lui? N'oubliez pas de liker, partager, de suivre les sauveurs sur les réseaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous! Ciao, ciao. Salut les plus beaux. Salut Bye. Philou.